Biram, tu es un militant anti-esclavagiste aujourd'hui mondialement reconnu, mais ce qui nous intéressait, c'est de savoir quelle est ta vision de l'État. Tout d'abord, je ne suis pas seulement un militant anti-esclavagiste, je suis un militant des droits de l'homme, de tous les droits de l'homme, et je suis un militant de toutes les causes justes. Je suis un militant de l'État de droit. Mon rapport avec l'État n'est pas un rapport d'allégeance aveugle en contrepartie des biens terrestres, qui est malheureusement le rapport de beaucoup de cadres, de personnalités de mon pays avec l'État, mon État, la Mauritanie. Mais mon rapport avec l'État est un rapport d'une personne éprise de la chose publique qui perçoit en l'État un outil qui peut créer et maintenir le vivre ensemble dans l'équité et dans le bien-être des hommes. Donc l'État ne doit pas être confondu à sa mission. La mission de l'État ne doit pas être confondue à aucune mission, même une mission divine. Et est-ce que tu ne penses pas que le problème fondamental auquel nous sommes affrontés en Mauritanie, c'est que la population elle-même ne reconnaît pas l'égalité entre les êtres humains? Quand tu vis dans les pays qui ont avancé démocratiquement, c'est à partir du moment où les gens ont compris que à chaque être humain est attaché des droits. Mais nous, on est peut-être en Mauritanie, on est encore dans un stade où on parle celui-là est haratine, celui-là est esclave, celui-là est griot, celui-là... Et ce n'est pas le problème fondamental qui empêche la Ligue d'avancer. Oui, malheureusement, beaucoup de pans de la société mauritanienne, surtout les factions dominantes et dirigeantes, les leaders d'opinion en Mauritanie, restent encore enlisés dans les perceptions traditionnelles et la compartimentalisation des personnes selon leur naissance, selon la couleur de leur peau, selon leur origine sociale. Ceci handicape grandement l'éclosion d'une vision égalitaire, juste des rapports entre les humains de chez nous. Voilà, et le combat de Hira, mon combat aussi, c'est le combat des personnes qui acceptent de se dresser contre le courant social dominant, abstraction faite du prix à payer pour jouer le rôle de subversion sociale, idéologique et culturelle de toutes les idées reçues qui plombent le devoir d'équité vis-à-vis des hommes vis-à-vis des autres, le devoir de justice, le devoir de solidarité. Notre devoir donc est de s'inscrire en faux, publiquement et bruyamment, contre toutes les idées reçues qui font que dans l'État, dans la société, les gens n'ont aucune sensibilité pour l'équité, pour la justice. Donc, la banalisation de la misère de l'autre, la banalisation de l'oppression de l'autre, la banalisation de la société égalitaire, de la gouvernance égalitaire, du mode de la banalisation de la société inégalitaire, la banalisation de toutes les inégalités, de toutes les oppressions. Mais est-ce que tu penses aujourd'hui on peut mobiliser les Mauritaniens au-delà des particularités ethniques autour d'un projet de société fondé sur des valeurs égalitaires, donc pour la création d'une république? Voilà, c'est le challenge, le défi qui est devant nous et que nous devons relever. C'est pourquoi pas beaucoup de choses
doivent être faites pour que la souffrance, l'espoir et la lutte des personnes issues des strates sociales défavorisées soient perçus par ceux qui veulent être justes, qui veulent être démocrates, qui veulent créer un état de droit parmi les groupes dominants, à ce qu'ils perçoivent la lutte des pans plus larges de la société mauritanienne, comme les Haratines, les Noirs et les laissés pour compte par les Maures. Il faut que l'opposition issue des privilégiés nous perçoive les ambitions des personnes déshéritées, des personnes luttées contre l'esclavage, contre le racisme, contre la pauvreté, comme parfois notre cause comme une cause qui structure leur combat pour un État moderne, pour un État démocratique, pour un État de libre expression, de libre échange, pour un État d'alternance démocratique et de tolérance sociale. Mais est-ce que tu penses que l'opposition est suffisamment organisée autour de ces valeurs dont tu viens de parler pour pouvoir faire aboutir ce projet? Oh, malheureusement non. L'opposition n'est pas suffisamment, l'opposition mauritanienne actuelle n'est pas suffisamment organisée autour des valeurs de l'équité, des valeurs de solidarité. Et c'est pourquoi elle est largement absente des combats équitables, justes et légitimes de cette opposition sociale et populaire que nous représentons à travers les pans les plus défavorisés de la société. Nous aussi, de notre part, ce qu'on propose à cette opposition démocratique, nous ne parlons pas à cette opposition démocratique d'une position de revendiquer leurs droits vis-à-vis de cette même opposition. Mais nous leur proposons que notre cause, la cause des esclaves, la cause des victimes du racisme, la cause des laissés pour compte de la société mauritanienne, que toutes ces causes soient des causes mises au service de la Ligue démocratique, qui est l'objectif de cette opposition qui s'est déclarée démocratique. Mais quel est le rapport de l'IRA avec l'opposition mauritanienne actuelle? Notre rapport avec l'opposition mauritanienne actuelle relève de cette démarche de notre part d'amener l'opposition mauritanienne à englober dans son programme, dans ses convictions, dans ses valeurs, aussi le programme, les valeurs et les convictions de l'IRA et des populations laissées pour compte à cause de l'esclavage, à cause de la discrimination, à cause de toutes les formes d'archaïsme qui continuent à peser lourd sur beaucoup de pans de la société mauritanienne, sur les femmes, par exemple, en dehors des autres factions que j'ai déjà citées, factions opprimées. Bon, notre rapport avec l'opposition mauritanienne, c'est un rapport de construction d'une alliance objective sur des valeurs d'équité, des valeurs d'humanisme, des valeurs de justice. Et c'est en acceptant ces rapports que nous tous, nous allons nous retrouver dans le même camp contre l'esclavage, contre le racisme, contre l'archaïsme et pour l'état de droit et la démocratie. Et la constitution mauritanienne, en plus, dit que tous les citoyens mauritaniens sont égaux en droit, etc. Mais est-ce que ce qui est marqué dans la Constitution est suffisamment défendu par l'opposition ou pas? Non, pas du tout. Je pense que même la Constitution mauritanienne elle-même, ceux qui l'ont conçue, ils l'ont conçue seulement et l'ont écrite, l'ont adoptée dans le cadre d'une démarche de communication vis-à-vis de la communauté internationale. Parce que la Constitution elle-même, elle est ignorée par non seulement les gens du peuple en Mauritanie, mais aussi la classe dirigeante, la classe censée être l'élite mauritanienne. Et ceux parmi l'élite qui connaissent la Constitution, ils n'ont pas une perception de mettre en application, de mettre en valeur
les droits et les devoirs inclus dans cette constitution. C'est pourquoi nous-mêmes, nous pensons que d'abord, les valeurs que nous défendons doivent être des valeurs perceptibles et identifiables dans notre mode de vie, notre mode d'action et notre mode de pensée avant que nous puissions les défendre quand elles sont écrites et transcrites dans les lois et la Constitution. Très bien. Mais pourquoi la société mauritanienne est si lente à évoluer pour accepter aujourd'hui une société où tous les êtres humains sont reconnus comme égaux en droit? Pourquoi il y a cette lenteur, cette pesanteur, cette difficulté à avancer, cette difficulté à aller vers un État plus démocratique, plus égalitaire, où on a le sens de la justice, de l'égalité sociale? Qu'est-ce qui se passe en fait? Le problème il est où? Le problème se situe à plusieurs niveaux, et parmi ces problèmes qui constituent un blocage, c'est d'abord l'idéologie sociale et religieuse, culturelle, traditionnelle qui a moulé les Mauritaniens dans un moule qui a produit, qui a justifié, qui a même sacralisé, légitimé les inégalités entre les hommes, les inégalités entre les races, les inégalités entre les langues, entre les cultures. Et la Mauritanie a eu la malchance, au début de son indépendance, de ne pas être totalement immunisée contre une dérive qui s'est faite grandement, qui était entamée dès l'octroi de l'indépendance, mais qui a grandement eu lieu à partir de 1978, lorsque un groupe d'officiers ethnicistes se sont accaparés du pouvoir, et depuis lors, ils ont utilisé la fibre de la division ethnique et sociale pour maintenir leur emprise sur le pays. Donc la force de ce groupe ethniciste qui est maintenant représenté par Mohamed Abdelaziz, c'est de jouer la carte de la division ethnique. Mais comment la division ethnique s'est instaurée en Mauritanie? Parce que si je connais un peu l'histoire, tu la connais mieux que moi, peut-être même dans les années 70, il y avait des luttes qui n'étaient pas articulées autour de l'ethnie, mais qui étaient articulées autour d'un projet de société. Comment s'explique-t-il finalement qu'on ait régressé dans les luttes? On part d'un idéal d'un État, et aujourd'hui on est au niveau ethnique. Comment tu peux expliquer cette évolution? On n'a pas progressé, mais on a régressé. Dans les années 70, si j'ai bien les mouvements de, bon, même s'ils étaient marxisants, qu'il y avait une influence marxiste, etc., mais Maures et Noirs, on était ensemble pour un projet de société. Oui, c'est l'action de SAP menée par ceux qui se sont accaparés de l'État à partir de 1978. Ils ont sapé les bases de cette évolution positive, mais lente, qui a été entamée depuis même avant les indépendances, avec les indépendants, avec les luttes estudiantines et les scolaires à partir de l'indépendance contre le pouvoir du premier président Mokhtar Belmokhtar. Bon, il y a eu une véritable action menée par les officiers issus d'un arabisme local brumeux, orienté vers la perception du noir comme étant un péril pour l'État arabe national musulman mauritanien. Et depuis lors, toutes les revendications sociales et populaires légitimes ont été identifiées à l'internationale juive, judéo-chrétienne, identifiée à la croisade, la prétendue croisade que le monde judéo-chrétien mène contre la Mauritanie islamique. Et voilà
ceci... Mais quel est le poids? Parce que dans ton discours, on va bien ressurgir du poids de la religion dans l'espace public ou dans l'organisation de l'État. Quel est le poids de la religion dans le rapport avec la liberté, l'égalité, la justice, la question de l'esclavage et la question de la femme, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport? Parce que un très grand rapport, parce que les groupes dominants dont je vous ai parlé et les segments dominants en Mauritanie qui se sont accaparés de l'État ont utilisé l'islam comme un instrument politique redoutable pour non seulement légitimer leur action violente et sanguinaire, arbitraire contre toutes les personnes, tous les groupes et tous les mouvements qui décident de s'opposer, mais aussi l'islam a été instrumentalisé pour légitimer les oppressions comme l'esclavage, comme le racisme, comme l'oppression de la femme. Et jusqu'à maintenant, vous l'entendez de nos jours, les érudits de la République islamique de Mauritanie ont tous élevé la voix pour appeler les disciples à respecter les injonctions et à accepter toutes les propositions du chef de l'État Mohamed Abdelaziz, et que toutes les personnes, des fatwas sont sortis par d'éminents érudits mauritaniens qui disent que ceux qui contredisent le chef de l'État mauritanien, Dieu leur promet un châtiment éternel et vont rôtir éternellement dans l'enfer de Dieu. Mais où réside la puissance du pouvoir en Mauritanie? Comment se fait-il qu'il est si puissant et qu'on n'arrive pas à avoir une société civile qui disent non à toute forme d'injustice, mais nous voulons un projet de société égalitaire? Comment se fait-il que le pouvoir est aussi puissant et qu'il arrive à manipuler autant de personnes, autant... Le pouvoir est aussi puissant parce que l'élite du pays... C'est quoi élite d'abord? Parce que moi, la notion d'élite, il est flou. Qu'est-ce que c'est qu'une élite? L'élite, pour moi, ça ne dépend pas de... On peut ne pas être juste et être une élite. Pour moi, l'élite, c'est les leaders d'opinion, c'est ceux qui fabriquent l'opinion dans le pays. Okay. Ceux qui conduisent la masse, ceux qui la dirigent, qui l'orientent. Et l'élite de notre pays qui a choisi l'opposition n'a pas encore choisi une opposition au système. Elle n'a pas encore eu le courage de mener une opposition et contre le pouvoir en place, mais aussi contre les autres pouvoirs, le pouvoir religieux, le pouvoir social, le pouvoir des tribus, le pouvoir des marabouts, les pouvoirs de ceux que les Mauritaniens appellent le rite malékite, alors que c'est un rite mauritanien très archaïque, très inégalitaire, très réfractaire à tout projet de société égalitaire. Donc, toute cette élite ne veut pas courir le risque ou payer le prix d'une lutte contre les symboles de l'État et de la société traditionnelle, symboles religieux, symboles sociaux, symboles culturels. Et l'État s'arroge donc le droit d'utiliser ces symboles qui restent inviolés, craints, respectés et sacralisés, même par une grande partie de l'opposition, en dehors de l'Iran Mauritanie, pour prospérer en utilisant ces symboles pour légitimer sa toute-puissance, légitimer sa confiscation de la vérité. Voilà. Mais toi qui me reproches souvent d'être un pessimiste, quel espoir tu as pour une Mauritanie démocratique de demain? Quel espoir? Sur quelle base tu espères une Mauritanie de demain démocratique et égalitaire? Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent envie vraiment de connaître la lutte parce que tu vois des lumières par-ci par-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aide à maintenir ta flamme Bien sûr que je vois l'espoir se profiler à l'horizon. Je vois très grand, très ouvert
bout du tunnel. Et la flamme du mouvement social, populaire et idéologique qui est Irak, qui est attaqué de front l'action de la subversion idéologique, religieuse, culturelle et sociale, et qui a payé le prix. Ça a fait de lui, de notre mouvement, un mouvement banni, mais un mouvement quand même très populaire, parce que beaucoup de personnes qui vivent dans leur chair, qui vivent dans leur âme, l'oppression sur toutes ses formes, et les dénis de justice, les dénis d'humanité dans la société mauritanienne se sont identifiés à notre mouvement, l'ont soutenu et continuent à le soutenir toujours de plus en plus. Et je pense que notre force est devenue une force incontournable. Et je pense que ceux qui n'ont pas pris le même chemin que nous, et même si ce sont des adversaires, commencent à percevoir que l'avenir nous appartient.